Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Daniel Goa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Union calédonienne et porte-parole du FLNKS. C'est la première question que je vais vous poser. Bien sûr, c'est pas trop difficile parfois d'avoir les deux casquettes, notamment quand l'UC et le Palika étalent leurs divergences au grand jour. Vous arrivez à vous en sortir ? On essaye. Il faut savoir qu'un porte-parole, c'est pas un président du FLNKS. Donc, quand il y a des divergences, c'est pas au porte-parole d'aller arbitrer. C'est les conventions du FLNKS. Et donc, moi, je suis là en tant que président de l'UC et en même temps porte-parole, mais j'arbitre plus facilement à l'Union calédonienne que le FLNKS, ce qui n'est pas mon rôle. Toujours pas de président en vue au FLNKS, c'est pas quelque chose qui est prévu, vous... Non, ça fait la deuxième fois qu'on met à l'ordre du jour, mais ça vient pas. Comment s'est passée cette convention de samedi dernier, convention du FLNKS là. Et d'abord, pourquoi vous l'avez faite à huis clos ? C'est parce que vous aviez besoin de vous expliquer entre vous ? Oui, avec ce qui est paru dans la presse, on s'attendait à ce qu'il y ait des débats assez houleux. Et puis finalement, comme les Kanaks savent se parler entre eux eh bien, on a fini par aborder les sujets, mais de façon sereine. Et donc, la matinée, on l'a passée à s'expliquer. Le ton est monté quand même un petit peu, non ? Il y a eu des vraies explications. Oui, le ton a monté, mais bon, je crois que tout le monde s'est préoccupé de comment on avance ensemble, quoi. Et donc, du coup, on a réussi à taire ces divergences, mais on a recherché en commun comment nous pouvons avancer ensemble avec plus de cohérence. Alors, les divergences portaient notamment sur la mise en place des institutions. Il y avait eu des tensions parce que dans la province nord, l'Union calédonienne avait été écartée de l'exécutif. Et puis ensuite, il y a eu surtout l'épisode de l'élection du vice-président du gouvernement. Vous avez parlé de tout ça et qu'est-ce que vous en avez dit ? On a analysé la situation telle qu'elle a été. Donc, les uns accusent l'UC de prendre la vice-présidence. Du coup, on n'a pas eu les six membres du gouvernement. Et les autres accusent l'UNI d'avoir écarté l'UC à la province Nord. Et donc, une fois qu'on avait fini de s'expliquer là-dessus, on s'est plutôt interrogé sur comment on fait pour aller ensemble de façon cohérente et au comité de signataires, et au municipal, et au référendum. Oui, vous disiez hier, le mot d'ordre, c'est la cohérence. La cohérence, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous portez le même message, même si vous avez des positionnements un peu différents, même si, encore une fois, il y a eu des divergences et des tensions entre vous ? Justement, la Convention a acté le fait qu'il faut plus de cohérence, et pour ça, il faut amener Il a été proposé qu'il y ait des conventions thématiques à travers lesquelles des dossiers importants pour le pays vont être abordés pour que nous ayons le même positionnement. Donc, je parle de la mine, je parle de la sortie. Quelle sortie ? Hypothèse 1 de l'ONU, hypothèse 2, comment on fait ? Parce que chacun a ses options, mais on n'a jamais échangé ensemble pour savoir si on est sur la même longueur. A priori, vous n'y êtes pas. D'ailleurs, sur le dossier minier, il y a quand même des petites divergences entre le Palika et l'UC, notamment. Sur la sortie de l'accord, l'UNI dit clairement qu'elle est pour une indépendance avec partenariat. L'UC semble pas être exactement sur la même longueur d'onde. Donc en fait, vous faites le constat déjà de ces divergences avant d'essayer de trouver une position commune ? C'est pour ça qu'on essaie de mettre en place les conventions thématiques, parce qu'il faut arriver à se coordonner pour qu'il n'y ait qu'un seul message. Ça va être possible ? Oui, je pense. Et bon, ça va demander beaucoup de discussions, mais je fais confiance aux membres du FLN. Alors, est-ce que le FLNKS vous avez réaffirmé, c'est ce que vous nous disiez hier, que le FLNKS était le mouvement le plus apte à porter le message de l'indépendance sur le terrain, dans les institutions. Vous vous sentez menacé par les petits partis indépendantistes, on va dire petits pour l'instant parce qu'ils n'ont pas d'élus, mais qui font parler d'eux aux élections provinciales, le MNIS, le MOI, le mouvement océanien indépendantiste qui vient de se créer. Dans un autre domaine, le Parti travailliste qui lui a son électorat
même s'il n'a pas eu la percée qu'il attendait au provincial. Vous vous sentez menacé par le FLNKS se sent menacé par ces différents partis? Non, parce que justement, c'est une bonne chose que les jeunes s'émancipent et prennent les responsabilités qu'on attend d'eux. Mais le FLNKS, pour le moment, c'est le partenaire de l'accord de Nouméa. Et donc, il n'est pas dit qu'on reste à 4 membres. On peut être à 5, 6, ça dépend des gens qui veulent rentrer. Mais la discussion a été abordée sur la possibilité d'ouvrir le FLNKS, étant donné qu'on arrive à une période charnière. Et le débat encore là est posé, c'est pas si facile pour les uns et les autres. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui ont frappé à la porte déjà, hein. Il y a le Parti travailliste qui aurait voulu à un moment fermer la porte. Lui, c'est définitif après sa position pour le référendum, ou est-ce que c'est encore une possibilité de l'intégrer? Non, pour certains membres du FLNKS, c'est pratiquement verrouillé. Nous, on a été voir le Parti travailliste là pour mettre en place les élections. Et puis, dans les îles, on a pris en compte leur présence dans les institutions. Et donc, pour nous, il n'y a pas de... C'est nous qui prenons les discours d'ouverture du FLNKS pour le renforcer. Quand vous dites nous, c'est l'Union calédonienne, là. Oui. Excusez-moi, mais on s'y perd parfois un petit peu. Donc là, c'est que l'UC, oui, elle est plutôt pour l'ouverture du FLNKS, les autres partis sont plutôt pour rester entre eux. Ils sont réticents parce que, bon, je comprends, ils ont peur de voir les positionnements contradictoires entrer au FLNKS si c'est pas maîtrisé. Et vous n'en avez pas peur? Non, parce que nous avons ouvert, nous sommes prêts à ouvrir à tous les gens qui portent cette revendication. Ça doit se décider quand, ça, ce genre de choses, lors du congrès du FLNKS éventuellement? On va certainement arriver au congrès avec ça, mais pour le moment, ce sont des conventions qui vont aborder ces sujets-là. À part le Parti travailliste, il y a la DUS qui voudrait également rentrer dans le FLNKS éventuellement? La DUS, oui. Et c'est toujours la même chose, c'est que la DUS, nous, on l'a pris avec nous. Et ils sont élus sur des places de l'UC, sur la liste UCFLNKS. Mais c'est pareil, hein, c'est difficile même pour la DUS de rentrer dans le FLNKS. Alors vous disiez, c'est bien que les jeunes s'émancipent, et on l'a vu notamment au travers des nouveaux partis qui se sont créés, qui sont plutôt tenus effectivement par des jeunes. Est-ce que votre défaut, c'est justement de ne pas savoir faire la place aux jeunes? Oh, sûrement. Je pense que les jeunes aujourd'hui, on attend d'eux qu'ils prennent les responsabilités. Mais le savoir que les jeunes amènent n'est pas suffisant. Parce qu'on le voit bien, hein, chez les autres en face, c'est tous des jeunes qui rentrent tous les 5 ans et ils croient à faire l'accord Nouméa en le détricotant. C'est pas faire de la politique, ça. C'est quand on a dit une chose, on va jusqu'au bout. Donc nous, on tient à l'accord Nouméa jusqu'au bout. Et vous vous sentez capable tout de même de discuter avec ce que vous appelez les jeunes, qui sont les élus aujourd'hui des non-indépendantistes, de l'avenir en confiance notamment. Vous arrivez à discuter avec eux? Il n'y a pas de difficulté particulière, parce que les anciens, on a déjà eu des contacts avec eux, des relations normalisées. Donc ce sont quand même s'ils sont anti-indépendantistes, c'est quand même des jeunes leaders, responsables futurs du pays. Le jour où le pays devient indépendant, chacun retrouve sa droite et sa gauche. Donc on n'a rien inventé, ça va se présenter comme ça. Quand vous dites qu'il détricote l'accord de Nouméa, sur quel point est-ce que vous en avez le sentiment? Il y a beaucoup de points. Mais je prends par exemple, on a vu Mbaké se remettre en question le corps électoral qui est déjà verrouillé. On a vu aussi remettre en question le 2e et 3e référendum. Et ça, c'est pas des choses je pense que ça sert à faire la campagne, mais maintenant, il faut se mettre sérieusement à travailler. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, qui sont dans les institutions, ils ont toute leur place. Quel bilan est-ce que vous dressez globalement des provinciales? Alors peut-être comme porte-parole du FLNKS, vous aviez fixé comme objectif la majorité au Congrès. Finalement, vous ne l'avez pas. Une petite déception, ou vous êtes tout de même satisfait globalement du résultat?
Nous sommes satisfaits du résultat, étant donné que nous avons un siège en plus, donc qui pour nous vient conforter le résultat du 4 novembre. Et donc ça, c'est un point de satisfaction. Maintenant, il reste à confirmer, et là, on a encore les élections municipales qui arrivent. Comment on arrive à gérer ça, soit en liste unique, soit en liste séparée. Mais le résultat comptera particulièrement dans le sud, parce que c'est là où il y a besoin de travailler plus sur l'électorat. Vous avez déjà commencé à les préparer, les municipales. Vous savez à peu près qui va se représenter, qui va se présenter pour ces élections. Vous allez y aller de façon unitaire ou est-ce que c'est déjà déterminé? Nous, on a parlé des CNC, les comités nationalistes citoyens. Et citoyens. Bon, c'est quelque chose qui a été prévu et mis en place pour la liste, pour vérification de la liste, etc., aller chercher les gens pour s'inscrire et tout. Et puis, est arrivé le référendum, on a utilisé le CNC comme outil de campagne. Et puis aujourd'hui, la Convention a réaffirmé le CNC comme outil de campagne aux différentes échéances. Donc, municipal, pour le référendum, c'est acté. Pour les municipales, ce sont des élections de proximité. Et donc, on ne peut pas imposer une démarche stratégique sur les municipales, puisque les structures locales sont les mieux placées pour savoir les meilleurs candidats possibles. Donc il peut y avoir des rivalités là, entre les listes UC et Uni, par exemple, en fonction des communes. Oui, mais bon, c'est comme ici au Congrès, à la province. On a des groupes politiques qui sont des partis de pouvoir. Donc quand il y a la lutte de pouvoir, c'est à ce niveau-là. En ce qui concerne la lutte pour l'indépendance, on se retrouve très facilement. Vous-même, Daniel Goa, est-ce que vous serez candidat au municipal? Non. Vous avez été maire, vous n'avez plus envie de le revenir? Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes On va commencer par Yingen. On va laisser les places. Et à Yingen, vous avez un candidat, l'Union calédonienne va essayer de reprendre cette commune? Le maire a pas à Yingen, on n'a pas encore abordé le sujet, si on part ensemble aussi, parce qu'on a déjà discuté de ça il y a 4 mois. Et on a demandé aux sections de base de se positionner sur la stratégie qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Quelle est votre analyse de la déclaration de politique générale de Thierry Santa? Vous êtes d'accord avec les grandes orientations qui ont été présentées? Ça vous semble être une déclaration consensuelle qui représente les opinions de l'ensemble du gouvernement? Monsieur Santa, c'est un homme de dialogue, c'est un homme comment dire ça? C'est quelqu'un avec qui on peut discuter et qui sait écouter les uns et les autres. Et donc, à travers cette déclaration, on a retrouvé un peu la participation de nos différents ministres. Et puis, je pense la déclaration, elle est à la hauteur des ambitions. Moi, j'ai confiance. Et est-ce qu'il va y avoir une majorité au Congrès, à votre avis, pour soutenir cette politique mise en œuvre par le gouvernement? C'est la question qu'on se pose, puisque personne n'a la majorité à lui tout seul. Vous allez arriver à constituer ces majorités au Congrès? Non, je pense que ça dépendra des dossiers. On va faire comme l'éveil océanien. On jouera sur les dossiers. L'éveil océanien, vous en pensez quoi de ce nouveau parti? Une bonne chose. Même si certains l'accusent d'être un parti communautaire? C'est un parti communautaire et c'est... Bon, eux, ils disent non. Mais je pense que le travail qu'ils ont amené, il est important parce que ils aident la communauté wallisaine à s'émanciper. Et je pense qu'aujourd'hui, les références des anciens comme M. Frogier, comme le vieux Jacques, a changé. Les gens ne se retrouvent plus derrière la politique actuelle. Et je pense que c'est ça qui a accéléré l'émancipation de cette communauté. Mais je pense que certains milieux caldoches aussi, ils ne se retrouvent plus dans les discours. Et ça, pour moi, c'est bien.
Ça permet aux uns et aux autres d'être capables de s'émanciper. Les océaniens qui votent pour reconduire à la présidence du Congrès, qui en revanche ensuite fait une liste commune avec l'Avenir en confiance pour le gouvernement, c'est pas un parti charnière qui peut changer d'avis comme ça. Ça peut pas être inquiétant et créer une déstabilisation des institutions et des majorités? Je pense pas, parce que c'est un mouvement qui s'est créé pour gagner les élections. Ils ont réussi et aujourd'hui ils portent leur programme. Et donc ils sont plus sur le programme en faveur des défavorisés. Et je pense que là ils vont jouer c'est eux qui vont faire la différence entre les différents dossiers qui vont être présentés. Sur le plan économique, justement, sur le plan de la politique économique, quelle va être la position de l'Union calédonienne, où l'on voit qu'il y a un changement d'orientation, semble-t-il, en tout cas à l'initiative de l'Avenir en confiance, notamment à l'égard des entreprises, avec une volonté de relancer la croissance, d'essayer d'obtenir la création d'emplois, de redonner la confiance au monde économique. L'Union calédonienne est sur la même longueur d'onde. Vous estimez qu'il faut réagir face à la crise économique que connaît la Calédonie? Ça, c'est un grand débat, mais qui a duré depuis pas mal d'années. Je crois que le fait d'aider les entreprises, c'est une bonne chose, parce que c'est eux qui créent la richesse. Le simple fait de faire du travail, de donner du travail aux gens et puis ensuite de produire de la richesse, c'est important pour le pays. Ce que j'ai à déplorer, c'est que on voit bien, quand il n'y a plus de chantier, tout le monde court après le territoire, la puissance publique pour donner du chantier. Et une fois que les chantiers sont rémunérés, l'argent, on ne sait pas où il va. Je sais pas, ça fait 10 ans déjà qu'on a les 1000 milliards. Eh bien, aujourd'hui, quand on regarde bien, on est autour de 5000 milliards. On ne sait pas où ils sont, qui sont passés ici dans le territoire. Eh bien, c'est ça la différence qui va faire entre nous avec la politique économique de Mme Backes. Parce que nous, on dit, OK, mais on arrête le pillage, on arrête d'envoyer l'argent et venir le rechercher pour partir. Parce que sinon, on reste toujours dans l'économie de comptoir. Et ça, c'est la chose que nous, les indépendantistes, nous disons qu'il a vécu à son temps. Aujourd'hui, il faut rester à l'ère de notre temps. Il y a eu quand même de la création de richesses en Nouvelle-Calédonie ces 30 dernières années. Tout l'argent n'est pas parti, loin de là. Oui, mais quand on a injecté de l'argent pour construire des immeubles, on ne les a pas vus investir dans les banques de Nouvelle-Calédonie. Donc, ça veut dire que ça repart. Et ça, c'est un défaveur du pays. Alors, autre temps fort de cette convention du FLNKS ce samedi, c'est la préparation du comité des signataires. C'est le 10 octobre. Et alors là, vous y allez, une seule délégation du FLNKS. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé? Vous y alliez en délégation séparée, une de l'UC et une de l'UNI, quoi. Je crois que le dernier, c'était avec quand le président Roch et le président Paul Naoutine étaient présidaient le FLNKS. Et puis depuis, lorsqu'il n'y avait plus de président, chacun est reparti de son côté. Et donc, moi, c'est depuis 2013, quand je suis revenu de New York, j'ai demandé à ce qu'il y ait une présidence pour avoir un seul discours. Et ça n'a pas été accepté. J'ai redemandé l'année dernière à Arama, notre congrès Arama. Ça n'a pas été accepté. Et le minima, c'est le porte-parole. Donc, ils ont dit, puisque tu veux un président, porte la parole. Mais là, il y a une différence entre porte-parole et président. Et là, une seule délégation au comité des signataires, vous allez arriver à parler d'une seule voix, c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire et nous avons besoin de nous voir avant de partir, puisque la Convention a identifié quelques thèmes à porter ensemble, mais il faut qu'on le porte dans le même discours, quoi. Alors parmi ces thèmes, il y a le transfert de l'article 27. C'est longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Pourquoi est-ce que vous ressortez aujourd'hui l'article 27? Ça vous paraît être le bon tempo, le bon calendrier?
Nous disons que nous, on aurait été majoritaire en gouvernement. On rappelle que c'est les règles relatives à l'administration des provinces et des communes, le contrôle de l'égalité des provinces et des communes et des établissements publics, et puis l'enseignement supérieur et la communication audiovisuelle. Globalement, c'est tout ça, des compétences qui ne sont pas encore transférées et dont vous voulez le transfert. Nous disons qu'il faut les transférer, comme ça il ne nous reste plus que les compétences régaliennes. Et c'est compris dans la loi organique, et donc il faut aller jusqu'au bout des transferts. Avec un débat, elles peuvent être transférées ou elles doivent être transférées. Certains disent que c'est pas une obligation. Ils disent peu. Avant c'était doit dans la rédaction du texte. Avant c'était doit. Et l'État a dit cette compétence-là. Il ne faut pas obliger l'État à transférer. Vous ne pouvez que demander. Vous ne pouvez que demander à l'État. Et donc, c'est pour ça qu'on a changé le doit et mis le peut. Mais ça ne veut pas dire que c'est optionnel. Mais ça va être un point de désaccord forcément avec notamment l'avenir en confiance. Oui, sûrement. Donc, vous voulez en débattre dès ce comité des signataires? Nous, de toute façon, on va demander à l'État de veiller à le faire. Tout en sachant qu'il faut que ce soit le Congrès qui demande. Donc l'État va certainement arbitrer la discussion sur ce sujet. Alors lors du comité signataire, vous voulez également préparer le référendum. Vous dites tout de suite le référendum de novembre 2020. Là aussi, l'avenir en confiance a demandé que le référendum ait lieu le plus tôt possible. Pour vous, c'est novembre ou est-ce que vous êtes prêt à étudier une autre date? Non, pour nous, c'est novembre pour au moins deux raisons essentiel, c'est que la première, c'est que il faut laisser le temps à l'État d'organiser pour réussir ce référendum, parce que quand on regarde le 4 novembre, il y a beaucoup de ratés. Mais tout le monde a dit que ça s'était très bien passé, l'État s'en est félicité, et puis il n'y a pas eu de critique. Après, aujourd'hui, vous estimez que le référendum du 4 novembre s'est mal passé? Le référendum du 4 novembre, mais si, il y a eu des critiques. D'ailleurs, on a fait le bilan là-bas au comité de signataires. Et ils savent ce qu'on a dit là-bas. Mais forcément, l'État, il ne peut pas dire le contraire. Donc, il est satisfait, malgré qu'on a les étudiants, quand ils veulent aller faire procuration, les gendarmes ne sont pas au courant. Donc, ceux qui sont à Paris, et donc, il y a beaucoup de procurations qui ne sont pas arrivées. Il y a beaucoup de problématiques sur les bureaux décentralisés. Et donc, je pense que l'État doit essayer de faire un effort pour que ce soit un peu mieux organisé que la dernière fois. Ah oui, vous dites que vous voulez perfectionner le dispositif du vote par procuration. En fait, vous voulez revenir à des procurations simples? Oui, il faut revenir à la procuration simple parce que c'est moins compliqué. Mais à la fois, il y a un risque d'insincérité plus grand. Parce qu'on peut faire des procurations, on peut les établir pour quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il avait été choisi de mettre ce système. Vous n'avez pas peur de ça? Non, parce que normalement, les moyens de contrôle existent, mais après, il faut les utiliser. Et les bureaux de vote décentralisés, notamment pour les habitants, pour les électeurs des îles, vous avez l'impression que ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que je crois qu'il y a eu 300 électeurs dans ces bureaux de vote. Mais là aussi, on a constaté que les bureaux de vote ont fermé alors que les gens font encore la queue. Bon, l'heure, c'est l'heure, mais ça veut dire qu'il y a mieux, on peut faire mieux. Il faut améliorer encore le système. Ouais. La mise à jour des listes électorales spéciales, pourquoi là aussi? Quel est votre souci sur la liste électorale? Tout le monde, on a eu l'impression, on en a parlé pendant des mois et des mois. L'ONU notamment dit que les choses se sont bien passées. Sur quel point est-ce que vous voulez retravailler les listes électorales? C'est-à-dire que s'il y a à retravailler, c'est les jeunes qui arrivent et qui ont la majorité entre-temps. Donc ceux-là, ils viennent s'inscrire, il faut les inscrire. Et ensuite, on a les gens qui demandent à être réinscrits. Et donc ça aussi, nous avons dit que la liste électorale spéciale ne doit plus bouger. Et ça, il faut qu'on en discute avec l'État. Parce qu'on avait parlé aussi d'une modification de la loi organique pour intégrer l'inscription des natifs qui était prévue que pour le premier référendum et pas pour les
suivant. Ouais. Vous êtes opposé à cette modification ? Nous avons dit qu'on garde la chose telle qu'elle était au premier référendum. Même s'il y a des natifs qui n'ont pas pu être inscrits la première fois, on touche à rien. Normalement, non. Sinon, ils suivent l'inscription normale ils doivent être électeurs. Ça aussi, c'est les thèmes dont vous voulez parler au comité des signataires, donc. Ça aussi, c'est le thème qui va être amené au comité de signataires. Alors, concernant la préparation de l'avenir, là, au sens large, vous voulez une concertation avec l'État. Alors, pourquoi ? C'est vraiment, aujourd'hui, c'est l'une des revendications du FLNKS. L'année prochaine, il y a un référendum, mais si le oui l'emporte, eh bien, il ne faut pas attendre le lendemain pour commencer à s'interroger. Je pense qu'il faut discuter avec l'État dès maintenant pour parler de potentiel oui au référendum. Et ça, discuter de ça, c'est discuter de cette période nécessaire de transition pour aborder ensemble les différentes les formations, les transferts des compétences régaliennes, les négociations de ces compétences-là, qui gagne, qui fait quoi. Et là, pour ça, il faut aller encore au moins 5 ans pour préparer, parce qu'il faut former les hommes, il faut que nous soyons prêts. Et pour ça, on a encore du travail. Même si globalement, tout le monde pense tout le monde dit que les résultats du deuxième référendum vont être pratiquement les mêmes que celui du premier. Oui, on en dit 30% et voilà. Je veux dire que... Là, c'est pas du sondage, c'est de la stabilité du corps électoral qui fait qu'on peut penser qu'en 2 ans, les opinions des Calédoniens n'auront pas forcément changé. Ah, on parie. Ah, on parie, si vous voulez. Mais pas en direct à l'antenne, quand même. Concertation avec l'État, mais curieusement, vous ne parlez plus du tout de concertation ou de discussion avec les non-indépendantistes. Pourtant, c'est un signataire de l'accord, et puis ils sont avec vous dans les institutions. Il n'y a plus aucun dispositif pour parler ensemble, en dehors des institutions, ou parler de l'avenir ? Nous, quand on parle de discuter avec l'État, c'est lui qui a colonisé le peuple kanak. Ce n'est pas les Calédoniens qui sont ici. Et donc, c'est pour ça qu'on doit discuter avec l'État. Et cette discussion, elle est légitime. Donc, moi, je l'ai expliqué dans le G10 en disant que les non-indépendantistes avec l'État, si ça soit pour discuter, ça n'a aucun sens, aucune légitimité. C'est entre l'État et nous. C'est pour ça que nous ça ne veut pas dire qu'on écarte les anti-indépendantistes. Ça veut dire qu'ils sont là, mais nous discutons de la sortie. Et cette sortie-là, évidemment, cette sortie-là prend en compte la présence de tous les Calédoniens. Mais les signataires sont 3 tout de même, donc est-ce que naturellement la sortie de l'accord ne se discutera pas à 3 ? Pour le moment, nous disons qu'il faut en discuter avec l'État. Uniquement ? Oui, parce que, voilà, comme je viens de l'expliquer, c'est l'État notre interlocuteur dans cette histoire d'indépendance. Alors la convention du FLNKS se réunit samedi. On remarque également dans le document que vous avez publié à l'issue de ces travaux que vous dénoncez et condamnez les dérives et les actes irresponsables, et vous mettez dans la liste les feux de brousse, les violences intrafamiliales, les vols, les dégradations des écoles, etc. Au-delà de la condamnation, quelle solution pour sortir de cette délinquance, et notamment délinquance juvénile, que l'on constate en permanence? Effectivement, il n'y a pas un week-end où il n'y a pas une école brûlée, etc. Ça vous soucie? Est-ce que vous faites quelque chose, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Les manettes ne sont pas dans les mains des indépendantistes. Moi, je dis ça comme ça. En partie parce que vous dirigez des institutions, quand même. Moi, je dirais que les institutions, on ne va pas demander le renforcement de la force de l'ordre tout le temps. Je pense qu'il y a des clés qu'on n'a pas utilisées jusqu'ici. Et quand je dis ça, je parle de cette fameuse richesse économique, mieux la répartir. Et puis, je parle aussi de l'école. C'est l'école, c'est pas la responsabilité de l'école, est-ce que l'école convient aux gens, les Océaniens, et en particulier les Kanaks, c'est les premières victimes. Donc, je pense qu'il faut aller chercher les causes ailleurs plutôt que d'essayer de réparer le mal, parce que on va continuer comme ça. Et quand l'économie telle qu'il est utilisée aujourd'hui, il va produire les mêmes inégalités, il va les aggraver. Et on n'a pas fini de régler ces actes de délinquance.
Quand on met en avant le rôle des parents, le rôle des familles, le rôle aussi des autorités coutumières, vous le prenez en compte ou non? Oui, bien sûr. C'est les familles sont les premières, les parents sont les premiers intéressés. Donc chacun doit travailler en coordination. Les autorités coutumières, sur le terrain, ils font le travail. Et quand on regarde les actes de délinquance, c'est dans le Grand Nouméa, qui représente 30% de la jeunesse qui n'a jamais été dans les tribus. Donc c'est la cité qui a fait ça. On essaie de travailler avec les moyens. C'est pour ça que je dis, étant donné que ces jeunes qui sont dans la ville, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Je pense, qu'est-ce qu'ils disent? Je pense qu'ils veulent leur place dans le travail, dans la fonction publique. Il est occupé pratiquement entièrement par des expatriés. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut répartir. Enfin, des actes de délinquance, il y en a aussi à l'intérieur et dans les îles. Les circonscriptions médicales qui sont régulièrement taguées, abîmées, etc. C'est notamment dans la province nord, où elles doivent être fermées régulièrement. C'est pas la ville là, qui a créé cette délinquance. C'est pas la ville qui a créé la délinquance, mais quand j'ai un enfant qui est malade et puis qui doit pleurer pendant 2 jours avant que le médecin arrive, figurez-vous que le premier que je vais astiquer, c'est le médecin. Donc il faut comprendre aussi le contexte dans lequel vivent. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous manquons de médecins. Et ça aussi, c'est la décision du territoire avec l'État. Donc il faut prendre les mesures qui s'imposent. Parce que nous, là-haut, on a pratiquement toutes les semaines 2 jours de fermeture d'un CMS. Parce qu'on n'a pas de médecins. Et donc aujourd'hui, les gens qui sont au Médipôle, ils vont faire des vacations dans le nord, ils reviennent. Personne ne veut s'installer. Pour l'avenir, cette délinquance juvénile qu'on constate aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous inquiète sur le long terme? Ou vous pensez que c'est pour l'instant et qu'on va trouver une solution? On cherche à trouver une solution, on essaye. Mais cette délinquance-là, elle vieillit. Et c'est ça qui aujourd'hui, on parle de délinquance. Mais peut-être qu'en vieillissant, on va parler de crime. Et donc, il ne faut pas prendre à la légère ces actes de délinquance. C'est pour ça que nous avons essayé de dénoncer ça. Mais il faut aussi se mettre au travail tous ensemble. Il faut que chacun participe à son niveau de façon à résorber ça. Si on parle calendrier, le 10 octobre, le comité des signataires, et après en novembre, il y a les congrès de tous les partis indépendantistes, comme tous les ans, dont celui de l'UC. Comment est-ce que vous voyez les choses d'ores et déjà? Vous pensez avoir la confiance des délégués à nouveau? Ça se prépare en amont? Ça se prépare au comité des signataires? Non, c'est le terrain qui parle. Donc là, aujourd'hui, nos sections de base, nos comités locaux, les comités locaux, c'est une commune qui est composée de tribus, de villages, d'entreprises. Et donc, c'est ça les sections de base. Donc, c'est eux qui discutent, qui échangent et ensuite qui prennent la décision de savoir qui ils vont mettre en place comme président. Donc, c'est pas moi qui décidera, ce sera nos structures qui décident. C'est même pas vous qui décidez si vous êtes candidat ou non? Non. Mais a priori, ça vous tente? Vous aimeriez continuer à la tête de l'UC? On va dire oui et non. Parce que j'arrive à un moment où ça me ferait du bien de me décharger, mais je ne sais pas si c'est ambitieux de ma part quand je dis ça, mais je pense que dans la période où on est aujourd'hui, dans les discussions avec l'État, avec les loyalistes, et je pense qu'il faut des gens comme, c'est bête à dire, mais comme Roch, comme Paul, qui sont des anciens, comme Victor Tougoro, qui stabilisent les relations. Même si ce n'est pas toujours dans le bon sens, mais qui stabilisent. Parce qu'après, je ne sais pas si on a encore ça aujourd'hui. Et c'est ce qui me fait un peu peur quand on voit les choses qui bougent, comment ils bougent. C'est encore trop tôt pour passer les commandes aux jeunes. Il faut d'abord qu'ils fassent leurs preuves. Quand je dis ça, je veux dire, nous, on a une structure de jeunes qu'on appelle la JKM, Association Jeunesse Kanakimon. Et dedans, les jeunes, ils s'organisent
et ils font des réunions thématiques pour se former sur la politique. Et puis ensuite, ils rentrent pour le moment, ils rentrent dans les sections de base, et puis ils rentrent dans les comités locaux, et ainsi de suite. Donc, ils font l'évolution, c'est par nos structures, ce n'est pas par les institutions. Daniel Goa, président de l'Union calédonienne, porte-parole du FLNKS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.